est 14 heures. Bonjour à tous ceux qu'on n'a pas déjà croisés ce matin. On espère que la pause déjeuner s'est bien passée. Nous allons passer, en ce qui nous concerne, l'après-midi avec vous sur 3 sessions. La première sera une session qu'on va appeler Meilleur ensemble, ou A2 c'est mieux. Donc Windows Server 2012 R2 couplé à Windows 8.1 côté poste client ou côté tablette. Ensuite, nous enchaînerons la session d'après sur Windows 8.1 orienté entreprise. Nous terminerons après par les apports de Windows Server 2012 R2. Et bien c'est parti, on va étudier un peu, dans un premier temps, voir un peu comment le contexte de connectivité a changé, le contexte de travail. D'abord, on travaille de n'importe où, on veut tout le temps être connecté, on le voit hein, dès qu'on est dans un endroit public. On veut travailler, on veut une connectivité, on veut du Wi-Fi absolument pour être productif partout où on est. Ce côté nerveux quand on n'a pas de connexion, c'est assez symptomatique. Donc c'est la réalité. On voit aussi que le Bring Your Own Device se démocratise sur le terrain. Les gens ont des périphériques de plus en plus sexy qui veulent ramener et être productifs au travail pour avoir une expérience de travail encore plus agréable que ce que leur employeur leur fournit. Donc on va voir qu'on a un certain nombre d'outils effectivement dans Server 2012 R2 et dans Windows 8.1 pour être supporter de ce Bring Your Own Device. Finalement, quand on a un device qui est assez sympa, avec un form factor assez sympathique, il faut que les applications suivent. Donc pour qu'on ait ces applications qui soient le plus efficaces possible et qu'on soit le plus productif possible, il faut que les applications soient adaptées. Ces applications modernes qu'on voit dans Windows 8.1, on voit un gros engouement pour le développement d'applications qui sont spécifiques à ce form factor. Et puis, on est productif n'importe où, mais il faut toujours, évidemment, être productif de manière sécurisée. Donc, on veut garder le contrôle de la sécurité à mesure de ce que l'organisation a besoin. Donc, on va voir tout ce qui est permis comme option dans ce couple de Server 2012 R2 et de Windows 8.1 pour supporter ces scénarios. Alors, Windows au service de la productivité, on l'a dit, c'est des périphériques et des utilisateurs et des expériences que les utilisateurs aiment. Une expérience qu'on connaît à la maison, qu'on a au travail, qui est agréable, qui est touch, qui est moderne. Et puis des solutions d'entreprise pour répondre aux exigences métiers, être productif avec ces périphériques. Alors en fait, quand on va parler de Windows 8 orienté entreprise, ce sera l'objet de la session d'après, mais là on est sur une session où les deux sont ensemble et les deux sont meilleurs ensemble. Mais effectivement, tu l'as dit, d'un côté, on a des périphériques qui vont avoir différentes formes, différents usages que les utilisateurs aiment. On va beaucoup parler de tablettes, on parle beaucoup de tablettes d'entreprise avec Windows 8 et encore plus avec Windows 8.1. Je pense d'ailleurs probablement que la seule vraie tablette d'entreprise digne de ce nom aujourd'hui, c'est une tablette, dont là on en a un exemple parmi tant d'autres, qui est une tablette Windows, parce que simplement une tablette Windows avec à l'intérieur un x86, comme celle-ci, c'est-à-dire basiquement c'est un PC, il est juste plus léger. Et bien c'est simplement, comme c'est un PC, les outils que vous utilisez en fait depuis des années, les stratégies de groupe, les GPO, la télédistribution, vos applications classiques, eh bien, elles peuvent être utilisées là-dessus. Donc là, on n'est pas à avoir un nouveau monde qui vient s'insérer dans le système d'information dont il faut trouver des nouveaux outils pour pouvoir les administrer, parce qu'à l'origine, c'est des tablettes qui ont été conçues pour le grand public. Là, on a réellement des tablettes qui sont conçues. On a un exemple ici, mais on a des tablettes comme Surface Pro, par exemple, qui sont réellement, on va dire, des tablettes PC pour l'entreprise, parce qu'en fait, c'est simplement du Windows qui est porté sur un autre form factor. Deuxième élément, c'est ces tablettes, ces PC portables Ultrabook sont de plus en plus connectés. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas à débattre sur le fait qu'on peut travailler connecté depuis quasiment n'importe où. Le développement des réseaux 3G et 4G maintenant permettent d'avoir réellement une vraie bonne expérience en situation de mobilité. On a beaucoup de choses dans le système d'exploitation et côté serveur également pour coupler le tout et permettre ce travail en situation de mobilité, donc offrir entre guillemets de la liberté aux utilisateurs. Bien entendu, liberté ne veut pas dire lâcher les vannes et être ouvert à tous les problèmes de sécurité, de fuite d'informations. Donc on a énormément travaillé en fait, dans Windows Server couplé à Windows 8.1 pour améliorer et faire une sécurité qui soit vraiment de bout en bout, à la fois contrôlée par l'IT en centrale, mais répercutée au final sur les périphériques de l'utilisateur, que ces périphériques soient des périphériques réellement complètement managés d'entreprise ou des périphériques qui sont, on va dire, à moitié dans l'entreprise, c'est-à-dire consommant des données de l'entreprise, mais appartenant à l'utilisateur, ce qu'on appelle couramment le Bring Your Own Device, le AVEC en français, avec votre équipement communicant, qui est l'acronyme officiel en France, et qu'on pourrait également appeler le Bring Your Own PC. Dernière chose, effectivement, dernier pilier qui va avec la sécurité, c'est on va accepter, parce qu'aujourd'hui c'est difficile
de lutter contre une vague qui est en train de déferler doucement sur les systèmes d'information, on va accepter et vous fournir des outils pour intégrer ces périphériques personnels au sein du système d'information, sans pour autant, comme je l'ai dit, ouvrir l'ensemble des vannes, mais en ayant un contrôle assez intelligent, de façon à toujours trouver ce bon curseur entre la sécurité et, on va dire, l'utilisabilité ou la productivité de l'utilisateur. Eh ben, tu nous le disais, ça c'est la partie client, ça a son pendant, cette vision côté serveur. La vision côté serveur, c'est le CloudOS. Le CloudOS, c'est quoi? C'est pas nouveau, vous l'avez déjà dans votre data center, c'est Windows Server 2012, 2012 R2 plus System Center qui permet de piloter, de gérer les infrastructures de type cloud. Et c'est donc une plateforme commune, celle qu'on a dans nos data centers et dont on sait tirer parti facilement avec les mêmes outils qu'on connaît depuis longtemps, dans Azure, dans Windows Azure ou chez un fournisseur de services qui implémente le Service Provider Foundation. Donc, ça évolue naturellement, faire évoluer le data center avec les technologies et les besoins de nos utilisateurs, on ne l'oublie pas, c'est la raison centrale pour laquelle on fait de l'IT. Apporter les briques élémentaires pour supporter le côté back-end de mes applications métiers modernes. Et puis, c'est être une plateforme solide pour traiter les gros volumes de données qu'on a à traiter à l'heure actuelle. Le big data, Windows Server, c'est la plateforme désignée pour tout ça. Au programme, Stanislas, de cette session, on va donc discuter de quoi? On va parler de Workplace Join dans un premier temps, donc, qui va vous permettre d'intégrer des périphériques personnels dans votre Active Directory ou partiellement dans votre Active Directory. Du coup, on va parler périphérique personnel égale j'ai de l'information, comment je vais pouvoir finalement gérer la sensibilité de cette information, sa classification, limiter sa diffusion un peu partout. Donc on va parler ensuite de protection de l'information, d'accès à distance, parce que comme je l'ai dit, la mobilité est omniprésente. Aujourd'hui, on n'a pas des tablettes pour venir s'installer à son bureau et travailler sur la tablette sur le bureau, heureusement. On va parler également d'optimisation des connexions WAN, où on fera un petit rappel d'une fonctionnalité qui est absolument géniale entre le serveur et le client, qui est malheureusement assez peu connue, donc on fera un petit rappel là-dessus. On parlera ensuite de bureau virtuel. Une des approches du poste de travail, ce n'est pas forcément l'objet physique en tant que tel. On peut imaginer par exemple d'avoir le poste de travail sous la forme d'une machine virtuelle dans le data center ou sous la forme d'une session terminal serveur. Après, on parlera des différentes méthodes d'accès. On discutera de tout ce qu'on a fait sur les bureaux virtuels. Beaucoup d'évolutions en fait depuis Windows Server 2012 et quelques petites améliorations sympas dans Windows 2012 R2. Et on terminera par notre petit chouchou du couple 2012 R2 Windows 8.1 qui s'appelle les Work Folders ou les dossiers de travail en français qui sera en fait une réponse à comment je fais pour synchroniser mes données entre mes différents périphériques, parce qu'on commence à démultiplier les périphériques. On a un PC portable, une tablette, et puis du coup, vient toujours le problème de comment je fais suivre mes documents que j'ai édités sur l'une ou modifiés sur l'une vers la deuxième. Comment l'entreprise peut trouver des solutions pour éviter que je me mette à consommer des solutions grand public telles que SkyDrive ou Dropbox, alors que on sait qu'on voudrait éviter de diffuser l'information un petit peu partout dans le monde et dans les data centers divers et variés. Donc effectivement, on a une solution avec Workfolder qui devrait vous contenter, on l'espère. Et bien c'est parti, on commence avec premier élément, première brique élémentaire pour gérer ces périphériques de type Bring Your Own Device, c'est le Workplace Join. Vous savez, l'histoire du Bring Your Own Device, c'est de faire un compromis dans l'organisation. Compromis entre quoi? Compromis entre la situation où j'ai une machine qui appartient au domaine, une machine qui est complètement managée, qui utilise tout mon outillage que je connais depuis des années, et puis la situation où l'utilisateur il se connecte avec sa machine sur mon organisation, et il est complètement en dehors du domaine, et donc du coup il n'est absolument pas managé. Il est juste en train de faire absolument ce qu'il veut, il n'est même pas répertorié. Donc avec Workplace Join, en fait, on offre quelque chose entre ces deux mondes, entre le monde complètement abandonné de l'IT et le monde complètement managé. Une intégration avec Workplace Join, c'est quoi? C'est un compromis. Dire voilà, l'utilisateur il va enregistrer sa tablette dans l'organisation. Du coup, on va l'identifier. Tel utilisateur a mis telle tablette dans le domaine, entre guillemets, même si ce n'est pas une intégration classique dans le domaine. On sait identifier que c'est une tablette de telle marque. On sait identifier que c'est tel operating system qui tourne dessus, que c'est tel utilisateur qui l'a introduit. Donc l'utilisateur il s'est authentifié, il a enregistré cette information dans l'Active Directory. En contrepartie, on lui délivre un certificat. Ce certificat, on va pouvoir ensuite en tirer parti dans un certain nombre de contextes d'authentification. On en discutera tout à l'heure avec Windows Server 2012. On sait avec ADFS v3 déployer des stratégies d'authentification qui vont dire je permets d'accéder à telle application ou à telle donnée si j'accède
depuis un device autorisé, depuis une tablette qui était enregistrée. Typiquement, un des critères peut être avec le Workplace Join. Donc on va regarder rapidement comment se passe un Workplace Join ou une jointure au lieu de travail avec une petite démonstration. Donc j'ai ici une machine virtuelle qui est un Windows 8.1 français et qui est en workgroup, c'est-à-dire qu'elle n'est absolument pas jointe à un domaine, elle est installée, elle est représentative de ce qu'on peut trouver comme machine personnelle. Donc comment va se passer le Workplace Join? Donc imaginons que mon informatique interne m'ait permis de rejoindre le réseau d'entreprise avec mon périphérique personnel. Et bien de façon très simple, je vais aller dans les paramètres du PC, dans la partie graphique donc de Windows, dans la partie moderne de Windows, dans la partie réseau, lieu de travail, et tout simplement, il suffit que je tape mon email @ le domaine de l'entreprise, donc demo-r2.fr pour l'exemple, et je clique sur rejoindre. Donc derrière ça, en fait, on va se connecter à une URL qu'on aura reconnue par rapport au domaine de l'adresse email de l'utilisateur, et on va se connecter donc à cette URL en HTTPS, et derrière, on va se connecter à ce qu'aura mis en place l'entreprise, à savoir un portail ADFS avec le service d'enregistrement de périphérique qui sera configuré dessus. Donc ça se connecte, donc voici, donc là je me suis connecté via Internet à l'URL publiée publiquement par l'entreprise. Alors comme ça, ce n'est pas très impressionnant, hein. Tout ce qu'on voit c'est que ça a fonctionné et que je peux quitter maintenant le lieu de travail, donc ce n'est pas très impressionnant comme ça. Et donc pour vous montrer l'effet que ça peut avoir, je vais lancer une application web qui est hébergée derrière un proxy, un web proxy de l'entreprise. Donc je m'authentifie sur cette application web. Avec mon email, pareil. Et cette application, c'est une simple application de démo. Donc j'ai mal tapé mon DE. Je ne sais pas pourquoi DE, parce que c'est à côté de FR. Sur le clavier et géographiquement. Démo r2.fr. Voilà. Évidemment, c'est bien mieux en France. Donc on a vu, vous n'avez peut-être pas vu, mais en fait on s'est connecté rapidement à notre serveur ADFS. Et donc ce qui se passe, c'est que cette application montre que une application web du même type pourrait très bien vérifier la configuration de l'utilisateur, à savoir est-ce que je me suis connecté depuis une machine qui a été enregistrée selon ce mécanisme de Workplace Join. Ici, en l'occurrence, on voit le paramètre Registration ID qui est ici, qui est renseigné. Et donc, l'application pourrait tester ce paramètre de façon à valider le fait que je suis bien sur un périphérique qui a été enregistré. De la même façon, ici, j'ai une valeur à true qui est is registered user qui me prouve que je suis bien l'utilisateur qui a enregistré cette machine dans le système. Donc bien que cette machine ne soit pas gérée entièrement par le domaine, l'Active Directory, les GPO, etc., elle est bien enregistrée dans le service d'enregistrement des périphériques de Workplace Join. Donc j'ai d'autres attributs de la machine comme son OS, la version de l'OS, son nom, et puis par la suite j'ai également accès à l'intégralité des paramètres utilisateurs classiques de l'utilisateur que j'ai utilisé pour me connecter, à savoir l'ensemble de ses identifiants, des groupes auxquels il appartient, etc. Et donc on peut voir qu'on peut faire un contrôle d'accès par derrière pour permettre ou interdire l'accès à certaines applications, certaines ressources, en fonction du fait de qui je suis, à quel groupe j'appartiens, est-ce que mon device est enregistré ou non, etc. Donc voici pour la démo. Autre sujet un petit peu connexe et concernant toujours la protection de l'information, le Dynamic Access Control. Donc, le Dynamic Access Control, c'est une fonctionnalité qui est apparue avec Windows 8 cette fois-ci et qui existe encore dans Windows 8.1 avec peu d'évolution ou juste à la marge. C'est une fonctionnalité qui va intéresser grandement vos collègues RSSI ou vous si vous êtes RSSI dans la salle. C'est une première brique dans le chemin qu'on peut mettre en place pour arriver à mieux gérer les problèmes de conformité, de compliance en anglais, et de contrôle d'accès à l'information.
En gros, hein, quand on définit une politique de sécurité, la première chose qu'on va faire, c'est se poser la question de qu'est-ce qu'on protège. Et quand on se pose la question de qu'est-ce qu'on protège, c'est est-ce qu'il y a des données qui sont plus ou moins sensibles. Et pour les niveaux de sensibilité de ces données, je vais appliquer différents modèles de protection ou de contrôle d'accès. Donc une des premières choses qui serait intéressante à faire, c'est faire de la classification des données. Est-ce que ces données sont sensibles, moins sensibles ou très peu sensibles, pour ensuite pouvoir les protéger de façon adéquate. Et Dynamic Access Control donc, contient une première fonctionnalité qui est la classification automatique. Donc, pour résumer, vous aurez par exemple un serveur de fichiers sur lequel il y aura des partages de fichiers. Quand un fichier sera copié sur ces partages, automatiquement, le serveur de fichiers va les classifier en fonction de certains critères. Et ce qui est intéressant, c'est que ces critères peuvent être notamment le contenu des fichiers. Donc l'exemple qu'on utilise souvent, c'est un document, un tableau Excel, un document Word, un document texte qui contiendrait des choses qui ressemblent à des numéros de carte de crédit, par exemple des numéros de carte de crédit de vos clients, par exemple, vos clients finaux. Il est très simple de détecter que ce fichier contient des numéros de carte de crédit grâce à une expression régulière. Une expression régulière disant que si je rencontre 4 chiffres, 4 chiffres, 4 chiffres, etc., je serai en présence de numéros de carte de crédit. Et par exemple, on peut mettre une règle qui dit si j'ai plus de 5 numéros de carte de crédit dans un fichier, je considère qu'il est sensible et je vais le classifier comme sensible. Donc classifier ne dit pas interdire l'accès, mais déjà connaître le niveau de sensibilité des données qui sont présentes sur mon serveur de fichiers. Donc première fonction, classification automatique, notamment en fonction du contenu des fichiers. Deuxième fonction, donc je n'ai pas pris le bon clicker. Deuxième fonction, c'est le contrôle d'accès basé sur des expressions un petit peu plus évoluées. Aujourd'hui, le contrôle d'accès sous Windows, il est assez simple. Hein. Vous avez des ACL, Access Control List, c'est une ACL qui contient plusieurs lignes, et chaque ligne étant un ACE, Access Control Entry, et chaque ligne dit tel groupe a accès ou non à tel fichier pour telle action. Ouvrir, écriture, ouverture, écriture, lecture, exécution, etc. Donc c'est très basique. Et si on regarde le modèle un petit peu en détail, on s'aperçoit qu'on ne peut faire que des expressions de type « ou ». J'appartiens à tel groupe, ou tel groupe, ou tel groupe, et il y a un de ces groupes-là qui va me donner accès, par exemple, au fichier. Donc depuis, ça fait bien une vingtaine d'années qu'on repose sur ce modèle d'expression de contrôle d'accès très simple. Et il était temps de passer à autre chose, d'autant que dans l'Active Directory, on a des attributs de l'utilisateur. On sait qu'il appartient à telle division, qu'il est de tel type, qu'il est un full-time, qu'il est un employé à temps complet, ou qu'il est stagiaire, ou qu'il est prestataire, et ce genre de choses-là. Et on voit bien qu'en fonction de ces informations qu'on a dans l'Active Directory, on pourrait avoir des expressions de contrôle d'accès beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus pertinentes. De même, on peut avoir des choix de contrôle d'accès vis-à-vis des attributs des machines. On a vu précédemment qu'on avait accès, dans certains cas, à des attributs de la machine. Est-ce qu'elle est enregistrée? Est-ce qu'elle est gérée? Et ça peut intervenir également dans des choix de contrôle d'accès, dans des expressions de contrôle d'accès. Donc l'idée, c'est d'avoir des vraies expressions de contrôle d'accès, de conditions qui me donnent accès ou non à la donnée. Et tout ceci de façon centralisée, à savoir, je peux définir ces règles dans l'Active Directory et les déployer vers mes serveurs de fichiers qui se trouvent dans l'entreprise. Si on sait faire du contrôle d'accès, on sait faire de l'audit. Donc c'est évidemment une très bonne idée de commencer par faire de l'audit avant de risquer de tout mettre en l'air avec un contrôle d'accès qui serait trop restrictif. Ça, c'est assez évident comme démarche projet. Et non seulement c'est évident, mais en plus, c'est très utile en ce qui concerne la conformité. On vous demande souvent, dans les politiques de conformité, d'avoir un audit de ce qui se passe. Donc, qui a voulu accéder à quel niveau de sensibilité de données, par exemple. Donc, ça peut grandement vous aider à ce niveau-là. Et puis enfin, si on sait prendre des décisions de façon automatique pour la classification, on sait également prendre des décisions de chiffrement automatique sur les données. Par exemple, tous les fichiers sensibles qui arrivent sur ce partage de fichiers, je vais automatiquement les protéger avec RMS, donc ADRMS, le service de gestion des droits numériques de Windows, qui existe depuis quelques années également. Mais là, on aura une protection automatique, de façon à ce que le fichier, même s'il quitte le serveur de fichiers, s'il part dans un mail à destination de l'extérieur, il reste protégé par ce contrôle de type RMS, de type droit numérique. Donc, pour illustrer cette histoire dont j'ai parlé d'expression de contrôle d'accès, voici un exemple le plus simple que j'ai pu imaginer pour vous montrer.
Donc à partir de revendications utilisateurs. Donc j'ai parlé d'attributs de l'Active Directory des utilisateurs. Matériellement, on va les retrouver sous forme de revendications, ou claims en anglais, dans le jeton de l'utilisateur. C'est un détail technique, mais on retrouve donc ces attributs. Par exemple, le département, l'habilitation. Pour les machines, est-ce qu'elle est enregistrée, est-ce qu'elle appartient à un département, etc. Et pour les fichiers, enfin, la classification du fichier, le département auquel il appartient, etc. On pourra avoir ce type d'attributs également. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire ce genre d'expression et de définir une règle d'accès qui va dire, par exemple, si mon fichier a une sensibilité haute, alors j'autorise l'accès, par exemple, en lecture-écriture, si le département de l'utilisateur est égal au département du fichier, donc s'ils sont dans le même département, et si la machine est administrée. Donc cette règle, vous voyez bien qu'elle a un intérêt. Si la machine est gérée et si l'utilisateur appartient au même département que le fichier, alors il aura accès. Et dans tous les autres cas, il n'aura pas accès. Donc faire ça avec des règles de type groupe et ACL, ça aurait été très complexe. Déjà parce qu'on a une expression de type et puis une égalité d'attributs, comme ça on n'aurait pas pu le faire. Ou alors il aurait fallu multiplier les groupes par un nombre assez conséquent, ça aurait été dramatique. Donc voilà, ça simplifie beaucoup le contrôle d'accès. Imaginez par exemple un VIP dans l'entreprise qui souhaite utiliser son iPad, par exemple, dans l'entreprise. On lui dira « OK, vous avez accès à vos données depuis votre poste manager, certes, mais depuis votre iPad, vous aurez moins accès aux données sensibles de l'entreprise grâce à ce type de contrôle. » Eh bien, on va définir maintenant comment y accéder à ces données. Donc les technologies d'accès distant, quand on parle d'accès distant avec Windows et Windows Server 2012 R2 en face, eh bien, on parle de Direct Access. Direct Access, c'est pour les PC d'entreprise managés, les machines en mobilité, complètement à Windows intégré dans le domaine. Et ça va permettre deux choses. Ça va permettre à l'utilisateur d'avoir un accès totalement transparent au réseau d'entreprise. C'est-à-dire que globalement, il aura la même expérience, quel que soit l'endroit où il est. Il a l'habitude d'aller sur HTTP intranet quand il est sur le réseau d'entreprise. Il fera toujours HTTP intranet quand il est à l'aéroport, à la gare, etc., etc. Donc la même expérience de connectivité, le même accès et partage de fichiers avec les mêmes méthodes. Donc pas d'expérience un peu différente selon l'endroit où il est connecté. Ça, c'est pour la partie utilisateur. La partie administrateur, elle est aussi très très appréciée puisqu'en fait, la machine va être tout le temps connectée avec Direct Access. À partir du moment où la machine a une connectivité à Internet, elle va être connectée au réseau d'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les stratégies de sécurité auxquelles vous dépensez beaucoup d'argent pour les élaborer, les stratégies de groupe, l'ensemble des paramètres et l'ensemble des éléments essentiels de la sécurité de l'infrastructure de l'organisation, la machine elle y aura accès en permanence. Donc un point qui est très apprécié et par l'utilisateur et par l'administrateur de sécurité ou l'administrateur global de l'organisation. On a fait beaucoup d'améliorations dans Windows Server 2012 pour simplifier le déploiement de Direct Access, avec un mode qu'on peut déployer très rapidement et on en rediscutera. Et on peut gérer en fait, de manière centralisée dans une seule console l'ensemble des points d'entrée de Direct Access dans l'organisation. On peut gérer nos serveurs à Singapour, nos serveurs à Seattle, ceux à Paris, dans la même console avec un écran qui résume tout. On a de multiples scénarios de déploiement. On a des gens qui veulent simplement avoir accès à cette connectivité transparente de manière simple et rapide. On a des gens qui veulent avoir les PC qui sont administrés et avoir des utilisateurs qui se connectent avec leur token RSA, leur token Gemalto ou d'autres méthodes additionnelles comme une smart card ou une virtual smart card, desquelles on discutera dans la session prochaine. Bien, en fait, on a cette possibilité qui est offerte avec les scénarios de déploiement de Direct Access dans Server 2012 et 2012 R2. Alors, un mode de déploiement simplifié, on va en discuter dans quelques instants. Un support de multiples points d'entrée, on l'a dit, maintenant, le client Direct Access, quand il est connecté à un point, il va localiser le point d'entrée le plus proche géographiquement de lui, simplement en testant la latence TCP. On va gérer, en un point central, également le serveur VPN et le serveur Direct Access, parce qu'on a nos postes managés classiques de l'organisation. On va pouvoir gérer avec le même serveur, le même ferme de serveurs, les machines, par exemple nos tablettes, qui vont se connecter au serveur VPN avec le client VPN classique, quoique pas si classique parce qu'il a un petit peu évolué dans Windows 8.1, on va en discuter dans la session après également. Pas d'IPv6 sur le réseau interne, c'était un des prérequis des premières versions de Direct Access, on sait maintenant activer cette fonctionnalité sans avoir d'IPv6 sur le réseau interne, et effectivement c'est pas un luxe puisque assez peu d'organisations ont à l'heure actuelle de l'IPv6 sur leur réseau interne.
On sait mieux gérer les performances d'un serveur Direct Access en environnement virtualisé parce qu'on sait en fait offrir un accès au support matériel de l'IPsec pour la carte réseau qui fait de l'IPsec. Directement, on sait l'exposer à la machine virtuelle. Donc on sait gérer très facilement et de manière performante des fermes qui sont basées sur des environnements virtualisés de serveurs Direct Access. Et puis enfin, la gestion intégrée de la haute disponibilité. On sait gérer un cluster Direct Access, entre guillemets une ferme de serveurs, dans Windows Server 2012 sans avoir nécessairement de matériel additionnel. Donc on sait gérer des environnements hautement disponibles et à la charge répartie. Tu nous l'as dit Arnaud, une des nouveautés de 2012 et 2012 R2 concernant Direct Access, c'est effectivement d'offrir la capacité à n'importe quelle entreprise de déployer la technologie sans, on va dire, entre guillemets, se prendre la tête. Donc on a souhaité, pour vous aider à mettre le pied à l'étrier en fait, à Direct Access, vous mettre à disposition un mode de déploiement dit simplifié. C'est-à-dire ce mode de déploiement sera utilisable dans un premier temps pour commencer à évaluer la technologie et sera également utilisable typiquement dans les petites organisations, les PME, les TPE, parce que finalement il est relativement simple à déployer et les prérequis qui à l'origine sont assez importants sur Direct Access ont été fortement réduits. Donc première chose, c'est que le serveur Direct Access dans ce mode de déploiement peut être par exemple déployé derrière un NAT, c'est-à-dire un routeur qui va faire la translation d'adresse. Il ne nécessite pas d'avoir une solution d'infrastructure de gestion de clés publiques, donc un serveur délivrant des certificats. Auquel cas, du coup, on va remplacer les mécanismes originels d'authentification par certificat par de la proxyisation de Kerberos qui se fera au niveau du serveur Direct Access. On utilisera également dans ce mode simplifié, là encore pour vous aider dans sa mise en place, on utilisera des certificats auto-signés. Ce n'est pas la meilleure solution en termes de sécurité, mais ça fonctionne, techniquement ça fonctionne. Et puis on n'imposera pas non plus d'avoir des certificats en fait, installés sur les postes clients, là encore grâce à cette authentification des comptes machines. Pareil, à la différence du entre guillemets vrai ou du Direct Access dans ses versions complètes avec toutes les fonctionnalités, on va avoir un seul tunnel de connexion à destination entre le périphérique et le serveur Direct Access. Il y en a deux en fait dans la version entre guillemets avancée. Et là encore, dans ce mode de déploiement simplifié, on fonctionnera avec un seul type d'authentification, probablement du login mot de passe, et donc on n'aura pas entre guillemets la richesse d'avoir une carte à puce virtuelle ou un token OTP. Alors avec Arnaud, on a bien cogité comment imager tout ça pour que vous reteniez bien qu'il y a Direct Access, il y a le mode simplifié. Et finalement, la meilleure image qu'on a pu trouver, c'était le mode bisounours. Bisounours, c'est sympa, c'est gentil, c'est tout doux. Et honnêtement, maintenant, il y a zéro bonne raison en fait, de dire ah non, Direct Access, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. N'importe qui aujourd'hui est capable de déployer du Direct Access en suivant cet assistant. On sera certes dans un mode entre guillemets qui sera assez léger en termes de fonctionnalité par rapport à ce que est capable de faire Direct Access, mais on aura un Direct Access fonctionnel. D'ailleurs, je vous encourage tous à commencer probablement par ce mode-là, et ensuite, simplement, une fois que vous serez un peu plus à l'aise avec la techno, à commencer à activer en fait, les modes un peu plus avancés et à profiter de fonctionnalités supplémentaires. Je vous propose d'ailleurs que Arnaud vous fasse une petite démonstration de cet assistant de déploiement simplifié. Et bon, on va regarder très rapidement à quoi ça ressemble. Là, on a là un serveur 2012 R2 sur lequel j'ai installé le rôle de service d'accès distant. Sur ce serveur, on voit qu'on a en fait trois options. La première, c'est déployer et Direct Access et le VPN à la fois. Donc, tu vois, comme ça, on peut servir assez facilement nos machines Direct Access, nos machines complètement managées, et puis nos clients de type Biode qui vont se connecter à l'infrastructure. Ou alors, on peut faire le mode Direct Access uniquement, le mode VPN uniquement. Ici, on va juste faire du Direct Access. Alors là, ça c'est une machine qui est derrière simplement une carte réseau IPv4 avec une adresse IPv4 privée. Donc elle est derrière, protégée derrière le réseau de l'entreprise avec une seule adresse IPv4 publique qui est devant le serveur de type NAT. Là, il nous dit, ah oui, on devrait effectivement avoir des cartes réseau configurées. Là, il nous dit, bah voilà, qu'est-ce que tu veux te connecter comme topologie? Est-ce que tu es dans une topologie Edge, c'est-à-dire le serveur Direct Access est directement connecté au niveau de l'Internet? Est-ce que tu es derrière un périphérique de type Edge, donc un NAT avec deux cartes réseau, une carte réseau interne, une carte réseau externe? Ou alors est-ce que tu es dans le mode le plus simple qui est une seule carte réseau sur le serveur Direct Access et puis cette carte réseau, elle est derrière le serveur de NAT de l'organisation. Ici, il a détecté, tu vois, le nom d'UB SRV1 qui est le nom de ce serveur et tu peux remarquer que c'est hébergé sur Windows Azure. Donc là, j'ai une organisation où il n'y a pas de certificat, il n'y a pas grand-chose en place. Et en fait, voilà. Je pense qu'on est tous d'accord, hein. Assistant de déploiement, on peut faire difficilement plus simple.
Donc là, si on veut faire le mode encore simple, mais pas trop, on va commencer à aller un petit peu dans la technique, on peut dire effectivement, on peut définir un peu de personnalisation pour écrire dans tel et tel GPO les informations, mais là, c'est quand on commence déjà à être un petit peu familiarisé avec la technologie. Donc globalement, on fait OK, on fait Finish. Qu'est-ce que ça va faire quand on fait Finish? Ça applique des GPO sur le poste client, sur le serveur Direct Access, et au refresh des GPO. Et ben en fait, ça va commencer à être opérationnel. Qu'est-ce qu'il me restera à faire après que j'ai fait ça? Il me restera à prendre mon serveur de NAT au niveau de mon adresse IPv4 public et puis de faire du port forwarding. Dire, bah voilà, le port 443 qui est à l'extérieur, tu le renvoies vers le port 443 de l'adresse IPv4 privée de mon serveur Direct Access. Et puis à partir de là, on devra commencer à être opérationnel. Plus simple, voilà, ce serait dur. L'énorme bon côté de Direct Access, c'est effectivement, vous n'avez pas installé des composants additionnels sur le côté poste client. Vous avez des postes Windows 8, 8.1 ou 7 en édition entreprise. Et bien simplement, c'est un paramétrage par stratégie de groupe en fait, qui va permettre en fait, simplement de configurer les postes. Rien d'autre de plus à faire. Et pas de licence complémentaire non plus à payer. Ça, c'est l'accès distant. Alors, autre chose qu'on va avoir besoin de mettre à disposition de nos utilisateurs, ça va être aussi simplement des applications web, entre guillemets, classiques. Pour mettre en place ce type d'infrastructure, on a introduit dans Windows Server 2012 R2 un service de reverse proxy basique. Alors, ça nous permet quoi? Ça nous permet simplement de publier des applications web, soit en mode pass-through. Donc, en fait, on laisse simplement l'application dans son mode de fonctionnement classique. On la publie juste au niveau de l'Internet. Et on se base sur cette technique d'authentification. Ou alors, on peut dire, cette application-là, elle ne dispose pas forcément de mécanismes d'authentification, duquel cas, je lui fais bénéficier des mécanismes d'ADFS en utilisant ADFS V3. On verra, ADFS V3 a bien évolué, on en discutera dans la partie serveur. Il y a un support applicatif pour différentes plateformes logicielles de Microsoft. À l'heure actuelle, c'est prévu pour supporter essentiellement des choses basiques de serveur 2012, typiquement les workfolders desquels on va rediscuter, et puis quelques applications assez sympathiques comme ça. Ça, c'est Web Application Proxy, et c'est un nouveau composant dans Windows Server 2012 R2. Autre thématique qu'on va avoir dans des organisations, c'est comment optimiser les connexions, les liens WAN. On a notre réseau central, notre data center centralisé, et puis on a des réseaux d'agences, desquels la bande passante souvent n'est pas extensible pour le relier à mon site en centrale. Donc ce qu'on veut effectivement, c'est améliorer l'expérience utilisateur en faisant que quand ils accèdent à un fichier qui se situe sur le réseau central, ça aille plus vite. Donc globalement, qu'est-ce qu'on va faire avec Branch Cache? Branch Cache, ça va permettre de mettre à disposition des utilisateurs sur ces sites distants du contenu, le contenu classique en HTTP ou HTTPS, en partage de fichiers, donc le protocole SMB, et puis des fichiers qui utilisent le protocole bits, donc par exemple optimiser le flux d'application des mises à jour. Donc, les mesures de sécurité peuvent très facilement tirer parti de ça. Donc c'est un mécanisme qui est transparent pour l'utilisateur. Pour lui, on va activer cette fonctionnalité et puis on va en tirer parti dans toutes les opérations en lecture des informations sur le système d'organisation. Et puis globalement, on aura plusieurs modes. On pourra dire sur les petites agences où je n'ai pas une infrastructure importante, où je n'ai pas par exemple de serveur qui est dédié à l'agence, je pourrais mettre un mode pair à pair où les machines clients vont échanger des informations entre elles. Et puis j'aurai un mode où j'ai un site distant avec un serveur. Et là, je pourrais dédier une partie de ce serveur pour gérer un cache que j'administre. Alors Stanislas, comment ça marche? Branch Cache, le dialogue entre un client et un serveur. Alors, on va prendre le cas d'abord qu'on appelle le mode cache distribué. Deux postes clients qui sont dans une agence, petite agence, pas de serveur. Et en centrale, vous avez un serveur, par exemple, de fichiers avec une grosse présentation PowerPoint. On va dire que c'est bientôt les fêtes de fin d'année, le CE a bien bossé dans votre boîte et vous propose un joli catalogue avec plein de choses. Et qu'est-ce qui va se passer le jour où le CE enverra l'email à tout le monde en disant le catalogue est en ligne, il est sur notre serveur de fichiers, // mon serveur en centrale, / mon partage et le fichier. Logiquement, dès que les gens vont recevoir l'email, ils vont peut-être travailler et aller voir ce que le CE leur propose pour Noël. Donc, imaginons un fichier très riche, allez, 20 mégas. Le premier client demande au serveur, peux-tu me donner le fichier PowerPoint? Le serveur, avant de lui envoyer les 20 mégas sur le tuyau, qui n'est pas très large, car c'est une agence qui est située au fin fond d'une région où l'ADSL n'est pas encore très développé, ça doit encore exister. Le serveur va dire, écoute, avant de t'envoyer le fichier, je vais t'envoyer
pour vulgariser, pour simplifier, un identifiant, qui est quelque chose de tout petit, une sorte de petit fichier, un condensé. Le client, qui est un client Windows 7 entreprise, Windows 8 entreprise ou Windows 8.entreprise, reçoit cet ID et va se mettre à broadcaster en fait un message sur le réseau interne en disant « Hey les copains, les copains, les copains !» Les copains, ce sont les postes en Windows 7 entreprise, Windows 8 entreprise, Windows 8.entreprise. Est-ce que l'un d'entre vous aurait le fichier correspondant à l'identifiant Intel? Personne ne lui répond, il n'a pas d'amis. Donc il retourne vers le serveur et il lui dit bah, « Écoute, donne-moi le fichier ». Et là, les 20 mégas vont réellement descendre au travers du tuyau. Ici, optimisation, on est d'accord, hein, de 0, le fichier est juste descendu. Mais le deuxième utilisateur, qui a également reçu l'email du CE et qui veut regarder le fichier, va cliquer sur le lien qui est sur le site en centrale. Il va dire au serveur « Hey, peux-tu me donner le fichier ?» Là, le serveur, qui a vu qu'en face, il avait un poste client entreprise Windows 7, 8 ou 8.1, dit « Écoute, je vais déjà t'envoyer un identifiant avant de t'envoyer le gros fichier. » L'identifiant part, c'est un tout petit fichier. Ça arrive jusqu'au niveau du client qui, vous l'aurez compris, va se mettre à broadcaster sur le réseau en disant « Hey, les copains, les copains, les copains, les postes en Windows 7 entreprise, Windows 8 entreprise, Windows 8.entreprise, est-ce que vous auriez le fichier correspondant à l'identifiant Intel ?» Et là, il a de la chance, le deuxième, parce que le premier, en fait, il l'a. Et le premier va lui répondre, il va dire « Écoute, tu peux le récupérer chez moi. » Et donc, les 20 mégas, en fait, qui sont descendus une seule fois par le tuyau, ne seront pas descendus la deuxième fois. Voilà où est l'optimisation. Imaginez démultiplier ça avec quelques utilisateurs, et là, on a réellement une optimisation des bandes passantes. Ce que je vous ai expliqué ici avec un client qui va chercher sur un serveur de fichiers, c'est la même chose avec un PC qui télécharge ses mises à jour depuis un serveur WSUS ou un serveur SCCM. Ça marchera exactement de la même façon. Imaginez un petit peu l'optimisation tous les jours de Tuesday Patch. Et si on a un serveur sur place, une agence un peu plus importante, même principe, le client demande le fichier en centrale qui lui renvoie d'abord un ID. Le client dans l'agence va se tourner vers le serveur de cache. Il va lui dire, dis donc, serveur de cache, est-ce que tu as dans ton cache le fichier correspondant à l'identifiant Intel? Si le serveur de cache ne lui répond pas, le client redemande au serveur en centrale, écoute, donne-moi le fichier de 20 mégas, la présentation, qui elle va descendre, optimisation ici de 0. L'utilisateur, là donc sur son PC, dit au serveur de cache, dis donc, pour l'identifiant Intel, moi j'ai le fichier. Si tu veux le récupérer, le serveur de cache fait la requête pour l'identifiant Intel, récupère le fichier et le met dans son cache. Vous l'aurez compris, le deuxième client qui va demander en centrale le fichier donné. Le serveur central va lui renvoyer d'abord l'identifiant qui pèse très peu. Et le second client va se tourner lui aussi vers le serveur de cache qui est dans l'agence et va dire, dis donc serveur de cache, est-ce que tu as dans ton cache le fichier correspondant à l'identifiant Intel? Ça tombe bien, il l'a. Et hop, les 20 mégas ne seront pas redescendus par le tuyau. Cette techno, en fait, elle n'est pas nouvelle, elle existe en fait depuis 2008 R2. Et assez peu de gens la connaissent, donc on a souhaité la remettre au goût du jour et en reparler un petit peu ici, sachant que dans 2012 et 2012 R2, on a fait quelques petites évolutions pour répondre aux besoins des clients qui avaient commencé à déployer cette technologie en fait en 2008 R2. Exactement, hein, dans les scénarios que tu nous as énumérés, Stanislas, typiquement, une des optimisations qu'on pouvait faire, c'est de se dire, on sait qu'effectivement le CE, il va l'envoyer demain, le PowerPoint avec toutes les fantastiques nouveautés pour Noël. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir pré-remplir le cache par avance. On va pouvoir créer un espèce de blob de mon partage de fichiers, par exemple, et puis se dire, on va le pré-envoyer sur les serveurs de cache dans les différentes agences durant la nuit. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui était extrêmement demandée, c'est introduite maintenant avec serveur 2012 et 2012 R2. Chiffrement du cache, très important. Les données qui sont stockées maintenant sur l'ensemble des serveurs et postes clients sont chiffrées, donc pas possible de les récupérer. Chose qui est intéressante pour la dynamique des machines qui vont d'un site distant à un autre, en fait, on a la possibilité de faire automatiquement la découverte des serveurs de cache qui sont présents sur une agence. Donc pas d'attachement à un et un seul serveur, comme c'était le cas auparavant, mais plusieurs serveurs peuvent être mis sur un site et on les découvre en fait quand on passe d'un site à l'autre avec le dialogue classique, avec l'Active Directory. Grosse nouveauté intéressante, on sait tirer parti également des fonctionnalités de déduplication de données, de data dedupe, qu'on a avec serveur 2012. C'est-à-dire que quand on a plusieurs PowerPoint qui se ressemblent très fortement, on ne va pas stocker dans le cache plusieurs fois cette information, on va stocker l'information qui est commune et puis ensuite les deltas, les variations par rapport aux différents fichiers. Et enfin, dans les discussions qu'on va avoir avec entre le poste client et le poste serveur, et le serveur, ou les pairs, on aura une optimisation des blocs échangés sur le réseau, parce qu'on aura maintenant des blocs variables qui permettront d'avoir une meilleure résolution pour optimiser les échanges sur le câble. Et écoute, également, qu'on trouve régulièrement dans les entreprises, c'est les bureaux virtuels.
Un bureau virtuel, au sens Microsoft, c'est soit un déport d'affichage d'une application qui tourne sur un serveur, auquel cas les utilisateurs vont se connecter en multi-session sur un serveur unique. Première option. Deuxième option, le bureau virtuel peut être en fait sous la forme d'une machine virtuelle sur laquelle un système d'exploitation client tel que Windows 7 Entreprise, Windows 8 Entreprise ou 8.1 Entreprise est installé et démarré dans le data center. L'idée étant que dans ce cadre-là, les utilisateurs vont se connecter soit à ces sessions à distance, soit à ces machines virtuelles à distance, au travers en fait, du protocole standard RDP, le protocole de bureau à distance. Donc, en 2012, juste pour rappel, on a fait pas mal de petites évolutions. La première chose, c'est qu'on a fait un outil en fait, qui permet à un administrateur de faire un déploiement très visuel de l'ensemble des rôles nécessaires en fait, dans une infrastructure de type VDI. Et donc, depuis un même outil, en fait, il va pouvoir ventiler l'installation en parallèle des différents composants de cette infrastructure et donc suivre en fait, leur évolution. L'assistant et l'outil est extrêmement graphique et permet globalement de tout faire au sein d'une même console, c'est-à-dire à la fois gérer les serveurs de terminaux, les serveurs de session, et également, de l'autre côté, les postes virtuels. Postes virtuels qui sont disponibles sous deux options. Le poste virtuel dit en pool, c'est-à-dire, imaginez un ensemble de PC qui sont génériques. L'utilisateur qui arrive prend le premier qui est disponible, c'est les mêmes de toute façon. L'utilisateur se connecte dessus, travaille. Quand il se déconnecte, le poste est réinitialisé, rincé, il revient à son état d'origine. Donc là, vraiment, on est dans des scénarios où les utilisateurs consomment des postes en fait, qui sont tellement généralisés que les utilisateurs n'en sont pas administrateurs, vous l'aurez compris. Donc c'est assez pratique. Inversement, on a également une autre option pour les postes virtuels. On peut affecter un poste virtuel personnalisé à un utilisateur, auquel cas ce sera une VM, une machine virtuelle, qui sera associée en fait, dans l'Active Directory à l'utilisateur donné. Ensuite, dans Windows 8, couplé à Windows Server 2012, on a également fait une évolution du protocole en fait, de déport d'affichage, qui est le protocole RDP chez nous, pour Remote Desktop Protocol. Et on a combiné pas mal en fait, de technologies que je vais vous détailler juste après, mais qui permettent globalement d'avoir une très bonne expérience, même avec des réseaux qui ne sont pas forcément très très bons. On permet également de rediriger dans ces sessions terminal serveur ou bureau à distance l'ensemble des périphériques USB, y compris les périphériques dits isochrones, en l'occurrence tout ce qui sert pour de la voix sur IP, hein, casque audio USB, webcam, etc. Si vous utilisez actuellement du Link 2013, Link 2013 est supporté en environnement Full VDI. Donc vous pouvez avoir un client Link pour faire de la voix sur IP et avoir tout ça dans une machine virtuelle qui tourne et qui reste dans votre data center. Dernier point, on nous a posé la question, oui, mais concernant les machines virtuelles en pool qui sont réinitialisées une fois que l'utilisateur se délogue, où vont aller ces fichiers? Donc ces fichiers peuvent aller sur des profils errants ou sur des serveurs. On a également proposé une nouvelle option, qui est ce qu'on appelle les User Profile Disk, qui sont ni plus ni moins que des fichiers VHD qui sont associés par utilisateur. Lorsque l'utilisateur va se connecter à une machine générique dans un pool, le disque dur VHD de l'utilisateur est mappé automatiquement à cette machine, donc l'utilisateur travaille, sauvegarde ses données dans son répertoire qui est en fait dans ce disque dur virtuel. Et une fois qu'il se déconnecte de la session, en fait, le disque est détaché automatiquement et ces données sont donc conservées et le poste, lui, par contre, est bien nettoyé. Dans Windows 8, on a fait énormément de choses, je vous l'ai dit, sur le protocole de déport d'affichage. Un des premiers, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle un codec adaptatif qui va dépendre en fait, du contexte à encoder. Juste pour rappel, quand on est sur du déport d'affichage, en gros, les images sont calculées côté serveur, sont compressées et sont envoyées sur le tuyau, récupérées sur le poste client qui les décompresse. Donc chaque fois qu'il y a un changement, il y a des images en gros qui passent constamment sur le tuyau. On a fait un changement radical vraiment sur le protocole ici, en faisant en fait en ayant un tricodec. Un tricodec, c'est trois codecs, donc trois outils de compression-décompression, qui vont en fait dépendre de ce qu'on compresse dans l'image. Donc prérequis numéro 1, on veut que le texte soit toujours lisible, même dans les pires conditions de réseau. Donc on va avoir un codec particulier qui va analyser la partie de l'écran où il y a du texte. Il va encoder le texte avec ce codec particulier. Ensuite, ce codec va être capable un deuxième codec va détecter où sont les images. Et un troisième détectera les endroits où ça bouge, basiquement les animations et la vidéo. Et à partir de là, du coup, on va avoir, en fonction des conditions réseau, un affichage progressif qui sera focalisé en priorité pour faire le texte, puis l'image, puis la vidéo. Donc les plus anciens reconnaîtront peut-être des choses qui ressemblaient à des gifs progressifs. Rappelez-vous à l'époque quand les modems faisaient du bruit et que les gifs mettaient du temps à se charger, les images. Et bien en fait, dans Terminal Server, dans le nouveau client, si on a un mauvais réseau, ben, effectivement les images apparaîtront, seront un petit peu dégradées, mais ce n'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est que le texte d'abord soit particulièrement lisible.
On supporte également le touch, parce que je pense que vous aurez compris qu'on parle beaucoup de tactile, donc il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir faire et de consommer du tactile, même si la machine virtuelle est à distance. Donc on va pouvoir déporter la dalle tactile et le toucher qu'on va faire sur l'écran dans une machine virtuelle qui tourne dans un data center. On supporte du DirectX 11 et quelques petites nouveautés. Dans Windows 8.1, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a la capacité désormais de changer à la volée la résolution d'une session bureau à distance, ce qui est pratique parce qu'en général, quand on voulait faire ce changement de résolution, il fallait se déconnecter, se reconnecter. Et on supporte également la rotation d'écran. Ben, vous l'aurez compris, hein, quand j'ai une tablette comme ça avec le client terminal serveur et j'ai un gyroscope à l'intérieur, ma tablette, je la bascule en mode paysage, ben, automatiquement, la session en fait, va se réadapter, va rechanger la résolution et le faire de manière complètement dynamique. On a également des codecs plus performants pour encore gagner sur la bande passante et traiter les cas où, effectivement, des fois, la bande passante en connexion mobile de 3G, 4G n'est pas extraordinaire. Et puis, petit retour également des outils de shadowing. Le shadowing, pour rappel, c'est la capacité qu'a l'administrateur de prendre le contrôle d'une session utilisateur, soit pour voir ce qu'il fait, soit simplement pour l'aider. Et effectivement, dans le nouvel outil de gestion dans 2012, il semblerait qu'en fait, quelqu'un ait oublié de remettre cette fonctionnalité. Et donc, on nous a dit, mais il est passé où le shadowing? Donc, il était accessible en ligne de commande, mais effectivement, dans la nouvelle interface graphique, il n'était pas disponible. Donc, ça y est, la bonne nouvelle, c'est qu'il est de retour, il est là, on ne l'a pas perdu. Voilà. Donc, du coup, voilà, ça ressemble à ça. L'administrateur voit une session, dit, je vais faire du shadow dessus. Je vais faire soit une vue de ce que fait l'utilisateur, soit un contrôle de ce que fait l'utilisateur, auquel cas l'utilisateur en face acceptera ou pas que l'administrateur prenne le contrôle de la session. Dernier point, c'est que, donc, on va dire que les serveurs VDI ou les machines virtuelles vont tourner dans vos data centers, sont consommés majoritairement probablement par des clients Windows. On sait aujourd'hui dans la vague du Bring Your Own Device qu'il y a également des utilisateurs qui viennent avec des iPads, il y en a certains qui viennent avec des Mac, d'autres qui viennent avec de l'Android. On ne préférait pas, mais c'est comme ça. Donc du coup, eh bien, on a mis à disposition également le client bureau à distance pour toutes ces plateformes. Si vous allez sur le Google Play, vous cherchez le bureau à distance de Microsoft, vous l'aurez sur plateforme Android, sur plateforme iOS, vous l'aurez également sur Mac OS X. Et ce ne sont pas des clients qui sont en mode dégradé, c'est-à-dire qu'on retrouve l'ensemble des fonctionnalités, telles que l'utilisation de la passerelle terminal serveur, qui permet donc de faire un VPN SSL en situation d'être hors entreprise, l'accès à CVM individuel ou en pool, les bureaux à distance ou uniquement les remote apps. Pour ceux qui diraient, dites, vous n'auriez pas oublié Windows Phone 8? Alors, des fois, c'est vrai qu'on fait des petites erreurs, mais sur ce coup-là, non, on n'a pas oublié Windows Phone 8. On est en train de développer le client sur le sujet. Pour la petite histoire, en fait, on a racheté une société qui s'appelle Itap, qui avait fait ses clients. Donc on a repris leur code, on a refait un petit passage à l'intérieur, d'audit, etc. On a balancé quelques petits coups de peinture pour mettre nos logos, et on a republié les applications. Et donc on s'est focalisé effectivement dans un premier temps sur les tablettes, parce qu'on est tous d'accord que prendre le contrôle d'un bureau à distance, c'est plus intéressant sur une tablette qui a un écran un peu grand, plutôt que sur un petit téléphone, même si aujourd'hui, les Nokia Lumia 1320, 13 ou 1520 commencent à avoir des écrans qui sont assez intéressants. Donc ne vous inquiétez pas, le client Windows Phone pour tablette va arriver. Rapidement, une petite démonstration de tout cela avant de passer au dossier de travail. Alors, je vous propose de basculer sur le numéro 1, s'il vous plaît. Voilà. Donc, voici cette fameuse console d'administration des services de bureau à distance ou du VDI. On retrouve ici une vue très synthétique. Alors, vous voyez qu'il y a un petit peu de flou parce que, pour la petite information, je fais tourner cette démonstration entièrement depuis mon salon. Donc, des conditions de bande passante un peu dégradées, et puis je vais vous montrer autre chose après, mais c'était volontaire. Donc on voit ici par exemple l'ensemble des serveurs qui sont concernés dans le déploiement. Donc l'administrateur tout de suite voit une vue très synthétique, déjà graphique ici des rôles qui sont installés, et des serveurs qui sont associés. Donc ça veut dire que l'administrateur voit ici par exemple que le service Web Access, qui est le portail web pour accéder à tous ces environnements virtuels, est opérationnel, c'est-à-dire qu'il a été installé, il n'y a pas de petit plus à rajouter. La passerelle d'accès à distance également a été configurée. Le serveur de licence, vous l'aurez compris, c'est un peu obligatoire, donc il est également installé. Au milieu de tout ça, on a ce fameux broker de connexion qui va prendre en fait les demandes clientes et qui va les rediriger vers les bons serveurs. Donc si je veux accéder à une application à distance, eh bien, on va me renvoyer vers les serveurs de session. Et si je veux accéder à un poste de travail, le broker va me renvoyer vers le bon serveur Hyper-V qui est ma machine virtuelle. Là encore, vous voyez qu'ici, si on descend un petit peu dans l'interface, on retrouve les différents composants de l'architecture, soit les machines en VDI ici, soit les sessions. Ensuite, simplement, l'administrateur va créer des collections dans lesquelles il va mettre soit ses applications, soit ses postes de travail virtualisés.
Par exemple, ici, j'ai une collection de postes dits en pool, donc postes génériques. Voilà. Pardon. Ici. Donc je vois ici que les utilisateurs qui ont le droit d'utiliser ces machines, ce sont mes domain users. Que j'ai activé le rollback, c'est-à-dire que chaque fois que l'utilisateur se déconnecte, la machine est nettoyée, elle est rincée. Donc là, c'est vraiment bien pour maintenir, entre guillemets, un état de conformité de ces fameux postes. Je vois sur quel serveur tournent ces machines. Actuellement, il y en a 2. Et là encore, si j'avais une ferme de serveurs Hyper-V avec, je sais pas, 30 ou 50 machines, je verrais la répartition où est-ce que sont connectés mes différents utilisateurs. Donc vraiment, on a un outil qui est relativement simple, qui est sobre, mais qui permet vraiment de tout faire. À tout moment, je peux aller éditer les propriétés de cette fameuse collection. Tous mes postes ont un nom qui est générique, qui s'appelle pool Windows 8 1-quelque chose. Je peux choisir de les montrer ou pas dans le portail web. Vous remarquerez ici que j'ai pu choisir en tant qu'administrateur dans quelle unité organisationnelle les objets associés ont été mis. Comme ça, je ne mixe pas avec mes objets physiques, par exemple, ou avec mes tablettes, etc. Là encore, les postes clients qui vont se connecter derrière, je peux choisir de tout autoriser par défaut ou de limiter certaines redirections. Si par exemple, je n'ai pas envie que l'utilisateur connecté à ces postes puisse faire du copier-coller ou imprimer, je peux tout à fait le choisir de manière centralisée. Et là, c'est simplement dans le choix qui est ici. De la même manière, je peux choisir en tant qu'administrateur d'autoriser ou pas du multi-écran pour les utilisateurs et donc consommer plus ou moins de ressources en fait, sur le serveur, etc., etc. Plutôt un bel outil. Maintenant, je propose de basculer côté expérience utilisateur. Ici, donc, j'ai un poste qui est donc toujours sous la forme d'une machine virtuelle sur ma machine qui est dans mon salon. Donc, ce qui est intéressant à savoir ici, c'est de quelle bande passante je dispose et quelle est mon expérience vis-à-vis de cette bande passante. Donc, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la bande passante descendante ici, mais bien la bande passante montante qu'on va voir après. C'est-à-dire, quelle est la capacité de mon serveur à m'envoyer des données et comment je vais être capable en fait, d'avoir une bonne expérience avec une bande passante limitée. Ce qui explique pourquoi d'ailleurs je fais cette démo depuis mon salon, parce que si on mettait ça dans les data centers chez Microsoft, on aurait des super bandes passantes. Il faudrait tweaker un petit peu pour faire de la limitation. Donc voilà, ma bande passante montante, ce que je suis capable de faire, c'est à peu près 1 méga en upload. Donc ça veut dire que maintenant, tout ce que je vais vous montrer se passe sur une connexion, une bande passante de 1 méga. D'accord ? Tout d'abord, je passe en tactile, parce que je vous ai dit on supportait le tactile complètement. Donc vous voyez, il y a un petit peu de dégradation, c'est ce fameux progressing et codec adaptatif. Je peux lancer des choses un peu graphiques. Donc là, c'est un petit jeu développé par des collègues qui utilisent massivement du DirectX. Alors, il y a des petites saccades, mais on est sur 1 méga, je le rappelle. On peut faire de la 3D, et ça marche plutôt pas mal, et là, tout en touch. Je peux me prendre pour un dieu et créer des îles. Et tout ça grâce à RemoteFX, le dieu. Hop. Et je pense que sur 1 méga, cette expérience qui est ici relativement riche est largement au-delà de toutes les applications métiers qu'on pourra avoir dans une entreprise. Sauf si vous faites de la 3D avec des trucs très complexes, mais voilà. Donc ça veut dire qu'on a vraiment travaillé. Dernier point, avant de laisser la main à mes collègues sur les dossiers de travail. Je suis capable de rediriger en fait n'importe quel périphérique directement dans ma session, dans ma machine virtuelle. Par exemple, ici, j'ai un lecteur d'empreinte d'une caméra. Simplement à la volée, je peux cliquer ici et automatiquement, en fait, c'est comme si je branchais en USB en fait, dans la machine les périphériques. Les périphériques sont automatiquement détectés et vont apparaître dans mon gestionnaire de device. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation, effectivement, d'environnement complètement VDI. Pour ceux qui sont dans un environnement purement tablette, le client bureau à distance existe également en mode complètement tactile, dans lequel, effectivement, on peut le configurer et mettre donc l'accès en fait, aux passerelles à distance, etc., etc. Dernier petit sujet concernant toujours ces fonctionnalités liées au Bring Your Own Device et à l'utilisation de périphériques personnels dans l'entreprise, les dossiers de travail, ou work folders en anglais. Donc les dossiers de travail, c'est une nouvelle fonctionnalité qui vient avec Server 2012 R2 et Windows 8.1, qui est une fonctionnalité de synchronisation de fichiers, donc fichiers de travail a priori, entre plusieurs périphériques d'un utilisateur. Donc l'idée, c'est d'apporter le même niveau fonctionnel qu'un SkyDrive personnel ou, soyons fous, un Dropbox ou ce genre de choses-là, mais
en ayant comme point central de stockage des fichiers, comme point de référence, un serveur de fichiers dans l'entreprise. Donc on avait déjà une solution qui était à peu près le même usage que celle-ci, qui s'appelle SkyDrive Pro, mais qui s'appuie sur SharePoint. Et celle-ci a l'avantage que comme elle s'appuie sur le serveur de fichiers classique de Windows Server 2012 R2, elle vient avec tous les avantages du serveur de fichiers, à savoir la gestion des quotas, la gestion du Dynamic Access Control dont j'ai parlé tout à l'heure, et ce genre de choses-là, et la protection, la sécurité, etc. Donc ça concerne les PC d'entreprise, mais également les PC personnels. Donc PC d'entreprise gérés dans le domaine, etc., ou PC tablettes personnelles appartenant à l'utilisateur. D'un point de vue simplicité d'utilisation, on voyait qu'une fois que c'est configuré, c'est simplement un dossier supplémentaire dans les dossiers standards du poste de travail de l'utilisateur. Donc comme j'ai dit, c'est une extension du serveur de fichiers qui utilise en fait le protocole HTTPS pour transporter tout le protocole de transport du fichier. Donc c'est un nouveau protocole qui a été ajouté au serveur de fichiers. Une séparation simple des données personnelles et professionnelles. Je vais m'attarder un petit peu et faire une petite parenthèse sur ce point-là qui est intéressant. Sur un poste de travail qui va appartenir à l'utilisateur, qui est personnel, on va donc retrouver à un moment des fichiers personnels, des données personnelles, et des fichiers de l'entreprise, des fichiers de travail. Donc comment on va faire cette séparation-là? Donc cette séparation, en fait, elle va être assez naturelle dans le sens où quand on va copier, synchroniser des fichiers sur le poste personnel de l'utilisateur, au passage, on va les chiffrer. C'est-à-dire qu'avant de les stocker sur le disque dur de l'utilisateur, on va les chiffrer avec un protocole qu'on connaît depuis des années, depuis bien 13 ans maintenant, qui s'appelle EFS. Donc c'est un chiffrement de fichiers côté utilisateur, qui chiffre dans NTFS, dans le file system de Windows lui-même. Simplement, la différence avec le EFS qu'on connaît jusqu'à maintenant, c'est que la gestion de la clé ou du certificat, mais en l'occurrence de la clé de chiffrement qui chiffre les fichiers, ne va pas être à la discrétion de l'utilisateur, mais à celle de l'administrateur. C'est-à-dire que le jour où, pour une raison ou pour une autre, si le périphérique est perdu ou si la personne quitte l'entreprise avec son périphérique personnel en mauvais termes ou quoi qu'il arrive, l'administrateur aura toujours la possibilité d'envoyer un ordre à la machine en lui disant « supprime les clés EFS d'accès à ces fichiers ». Donc de la sorte, les fichiers ne seront plus accessibles pour l'utilisateur. Cette fonctionnalité, c'est une fonctionnalité cliente qui est implémentée dans une API du client Windows 8.1 et qui s'appelle Selective Wipe. Vous en avez peut-être entendu parler. Selective Wipe ou en français, effacement sélectif. Donc sélectif dans le sens, on supprime les données de l'entreprise qui sont sur ce périphérique. L'avantage également de cette fonctionnalité, c'est que même si je déplace, vous voyez que j'ai mes fichiers qui sont dans un dossier ici, si je les déplace dans un autre dossier, ils seront toujours chiffrés de la sorte et donc ils seront toujours révocables par l'administrateur, même si je les ai déplacés ailleurs sur le disque dur. C'est simple pour l'utilisateur, on va le voir dans la démonstration avec Arnaud. Ça permet donc de rester conforme aux politiques de l'entreprise avec ce Selective Wipe, cette protection des données d'entreprise. Et on a du chiffrement donc sur place pour les données fichiers stockés sur le périphérique et en transit parce que c'est du SSL. Donc Arnaud, est-ce que tu peux nous montrer comment ça fonctionne? Eh bien, regardons dans un premier temps effectivement l'expérience utilisateur quand on va utiliser les workfolders. Donc là, on est sur un poste client basique, il n'est pas dans un domaine, rien du tout, c'est juste un Windows 8.1 en dehors de la boîte, comme on dit. On met les credentials. Hop. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire que effectivement, j'ai mis le nom d'utilisateur et j'ai mis son suffixe de domaine ici. À partir du suffixe de domaine, il va localiser un enregistrement qui est workfolder.arnolabs.net pour mon environnement. Et puis, ça, c'est le comportement par défaut, le mode vraiment plug and play. Si on veut quelque chose de différent, on peut toujours le configurer avec quelques petites variations si la machine est administrée. Donc là, ici, on nous dit, voilà, on va se connecter à tel endroit. Il nous dit, j'ai effectivement détecté qu'on avait bien un serveur qui était présent à tel endroit. Je te propose de mettre tes credentials. Donc effectivement, on met la même chose. Et puis un petit mot de passe qui devrait être le bon. Donc là, il se passe un échange entre le client et le serveur. Il nous dit, tiens, effectivement, j'ai trouvé des petits trucs pour toi. Je te propose de les mettre dans C-User, Arnaud, Workfolder. On peut choisir de le mettre ailleurs, évidemment. Et là, il nous dit, tant qu'on veut faire des workfolders, vu que c'est du dossier de travail, ton administrateur, quand il a configuré l'infrastructure serveur, il a dit que ces fichiers doivent être chiffrés. Il a dit que
pour qu'on puisse stocker les fichiers, tu dois avoir un mot de passe en fait, qui soit demandé au moment de la sortie de veille de ton PC. Et puis, on va avoir la possibilité d'effacer les fichiers si le PC est compromis. Alors, on va dire oui, effectivement, j'accepte, je fais un compromis. Et puis, on dit, bah voilà, c'est parfait, on commence à synchroniser les informations sur le PC. Donc, à partir de ce moment-là, on voit qu'effectivement, bah, ici, mon administrateur, il a été assez généreux. Tu vois, il m'a donné carrément 120 gigas. Et puis, je commence à voir les métadatas de mes données, de mes fichiers qui sont téléchargés. Et puis, on voit bien que ces fichiers, ils ont un petit truc particulier. Ils sont verts. Ils sont verts. Ils sont verts. Mais pourquoi Qu'est-ce non que ça veut dire? Engage Ça veut Windows. dire que c'est de l'EFS. Exactement. Donc là, c'est la partie, l'expérience, on va dire, l'expérience de l'utilisateur. Si on regarde sur la partie serveur, on n'a pas de choses nouvelles à déployer en tant que telles. C'est juste une addition dans la partie Server Manager, dans les rôles de serveur de fichiers. On voit qu'on a bien un work folder et puis on a ici nos différents utilisateurs avec leur configuration de leur espace. Je gère mon file system comme je le gère d'habitude. Je peux même gérer des quotas pour mes différents utilisateurs. Donc c'est un environnement qu'on connaît, nos serveurs, notre serveur de fichiers. Donc, vous avez vu dans ces différentes démonstrations, et notamment la dernière, dans un environnement de type Bring Your Own Device auquel on ne peut pas trop échapper de nos jours, on a des situations à mettre en place avec des compromis. C'est du donnant-donnant. On permet à l'utilisateur d'utiliser des périphériques personnels, mais en échange, on lui demande quelques règles de sécurité et on impose quelques fonctionnalités qui ne sont pas intrusives sur le poste, mais qui permettent d'assurer que les données de l'entreprise sont quand même un minimum sécurisées où qu'elles se trouvent. Donc on a vu avec les work folders, on a vu avec le workplace join, on a vu également des fonctionnalités d'accès au réseau d'entreprise depuis des postes qui se trouvent n'importe où sur Internet, avec une sécurité de bout en bout, et donc l'intégration avec des périphériques personnels avec le workplace join et les work folders. Il ne reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans 15 minutes, en vous remerciant déjà pour votre présence dans cette présentation. Dans 15 minutes, même lieu, même présentateur pour Windows 8.1 en entreprise. On va rentrer un petit peu dans le détail du poste client. Et puis, 1h30 après, on reviendra pour la partie serveur. Merci à vous. Merci.